ça. Mais on va quand même démarrer et puis on essaiera de trouver une solution pour la version anglaise après la session ou pendant la session. On vous tiendra au courant dans le chat pendant que Virginie présente. Donc pour un peu présenter, Pixel, c'est une association à but non lucratif qui tente de amener et garder les gens marginalisés par le genre dans l'industrie du jeu et puis à faire des jeux aussi. Et donc pour cet événement, on travaille avec l'Aparté et Jury Pop, qui va être présenté un peu plus par Virginie, qui sera la présentatrice. Et donc on ira un peu plus en détail sur leur mandat et pourquoi ils sont là. Juste quelques informations avant qu'on commence. On va commencer par une présentation, ensuite on aura une période de questions. Les questions, vous pouvez les envoyer soit dans le chat, soit si vous voulez que ce soit privé, vous pouvez les envoyer directement à moi. Dans Zoom, vous avez une option pour les envoyer directement et puis je les ramènerai à Virginie pendant la période de questions. On est quand même dans un espace où vous pouvez poser vos questions, mais on vous recommande très fortement de ne pas parler de vos situations personnelles en détail. Vous pouvez poser des questions plus de l'ordre général et on pourra vous répondre. Si vous avez des situations personnelles dont vous voulez discuter, Virginie va vous partager l'information pour que vous puissiez la contacter son association directement après la rencontre. Donc voilà, donc je vais aussi faire en anglais comme l'interprète n'est pas là, so just welcome everyone. We're about to get started. We've had some issues for interpretation, so we won't be able to interpret the presentation directly in English from the get-go, so our apologies about that. Hopefully it will be resolved while we're presenting. We'll keep you updated in the chat. So just to give a quick intro on Pixels. Pixels is a nonprofit that aims to get and keep gender marginalized people in the games industry and in games making. Run a lot of programs, including workshops like this. And for this event, we've partnered with L'Aparté and Jury Pop to present this workshop on workplace harassment. So there will be a presentation by Virginie, and then we'll take some questions and be able to answer questions during a period after that. So you can send questions either to me or in the chat directly. Depending on whether you want to keep it private or not. Please don't give private info on or don't talk about specific personal situations, as this can be potentially problematic. Virginie will go more into detail on that and keep questions fairly general. If you have a personal situation that you want to discuss, Virginie will give more info about how to contact her or her organization to for them to help you out. So without further ado, I'll let Virginie get started. Sorry, I'm just going to cut in for a moment. We actually do have the interpret who's come in, so let's set that up first. Great, yes. Oui, je viens juste de voir ça. Yay! Est-ce que j'y vais quand même ou... Jen, can we still get started, or do we have to wait for a minute? I guess, hang on, sorry. Nadzin, are you good? Son micro est fermé. I think you need to unmute yourself. So just finishing getting it set up, so we will have interpretation. That's perfect. So I think the English channel can hear you, Nadzin. Okay, so let's get started. Yeah, I think bon, we're good to go. OK, parfait. Alors, je vais commencer par partager mon écran pour que tout le monde ait accès, évidemment, à la présentation. Donc, voilà. Est-ce que tout le monde voit la présentation actuellement? Je suppose que oui, j'espère. Oui. Donc, oui, parfait.
Alors, mais d'abord, en fait, je voulais remercier là, vraiment les Pixels de m'avoir invité aujourd'hui à faire un webinaire. En fait, il faut savoir que l'Aparté, on existe depuis 2018 et moi, je suis Virginie Maloney, je suis l'avocate coordonnatrice, je travaille chez Jurypop et je suis spécialisée dans tout ce qui est violence, dans le fond, dans le milieu de la culture, que ce soit, on parle de violence comme du harcèlement psychologique, sexuel, également du harcèlement discriminatoire ou des violences telles que des agressions sexuelles, extorsion et tout. Donc aujourd'hui, en fait, c'est un peu de ce quoi je vais discuter. La présentation fait aussi suite là, à la vague des dénonciations qu'on a eues en juillet. Je vais aborder un petit peu cette question-là. En fait, sans plus tarder, vous expliquer un petit peu le contexte dans lequel l'Aparté a été mis sur place. Quand il y a eu le hashtag Moi aussi en 2017, ça a révélé beaucoup de problématiques dans le milieu de la culture en général. Et en fait, on s'est dit, il y a une quarantaine d'associations du milieu de la culture en fait qui se sont rejoints pour se dire, bon, il faut trouver des actions ou mettre en place en fait des éléments pour protéger les gens dans le milieu de la culture parce qu'il semble que notre milieu est particulièrement touché par tout ce qui est les violences à caractère sexuel, entre autres. Ils se sont mis sur place, ont décidé de mettre en place un plan d'action. Et un des besoins qui a été soulevé par les gens, les travailleurs du milieu de la culture, c'était d'avoir accès à de l'information ou des conseils juridiques en toute impartialité et de façon indépendante. Alors, on s'est dit, bon, on doit créer une plateforme pour aider les gens. On a créé un mandat. Ce mandat-là a été confié à Jurypop, qui est un organisme à but non lucratif, dont la mission est l'accessibilité à la justice. Alors, nous, ça s'inscrit vraiment dans notre mission de pouvoir faire de l'accompagnement, du soutien juridique, des conseils juridiques pour pouvoir, en fait, permettre aux personnes d'avoir accès le plus facilement possible à une certaine justice. Je parle à une certaine justice, c'est-à-dire qu'on n'est pas juste là pour aider les gens qui sont dans le système judiciaire, on est aussi là pour aider un peu en parallèle en fonction des droits des personnes. Donc, l'Aparté a été créée à ce moment-là. C'est moi qui ai mis la plateforme sur place. Même le nom, à ce moment-là, on l'appelait le guichet unique. On n'avait pas encore de nom. Donc, on a mis aussi le nom l'Aparté en place. Pour faire notre mission, évidemment, on a travaillé avec les associations dans le milieu de la culture, notamment avec Pixel, mais aussi avec l'Union des artistes, on a travaillé avec la Guilde des musiciens, etc. On a vraiment travaillé avec un regroupement d'associations qui nous ont en fait aidés à nous expliquer un peu c'était quoi les problématiques, c'était quoi les besoins dans le milieu. Par contre, on reste indépendant. On est complètement externe. Ils n'ont pas accès à nos dossiers. Ils ne savent pas qui viennent à l'Aparté. Tout ça, c'est protégé par le secret professionnel. Donc, ça, c'est ce qui a été lieu en fait en 2017. Là, ensuite, on arrive en 2020. On a une pandémie qui frappe de plein fouet le milieu de la culture. On a une pandémie et en juillet, on se retrouve avec une autre vague de dénonciations sur les réseaux sociaux qui touche cette fois-ci, entre autres, ça a commencé même par le milieu de la programmation. On a eu des articles qui sont sortis qui concernaient Ubisoft et on a eu aussi, en fait, le milieu des influenceurs et de façon plus générale, ça a encore touché beaucoup le milieu de la culture. Les personnes, en fait, ont utilisé, entre autres, des groupes Facebook, des Instagram, des médias, des listes de noms qu'on retrouve, plusieurs outils, en fait, en virtuel pour dénoncer des situations problématiques. Donc, le milieu de la culture est à nouveau durement touché par les dénonciations et on remarque que malgré les outils qui ont été mis en place depuis 2017, bien, on a encore des victimes qui n'ont pas accès au système judiciaire, qui ont encore des problématiques à décrier des situations ou à tout le moins à porter plainte. Donc, on réalise qu'il y a encore des besoins dans le milieu. Et c'est un petit peu ça aujourd'hui, le motif de faire cette présentation-là, c'est de vous renseigner sur les droits, mais c'est aussi en fait de parler des risques de dénonciation sur les réseaux sociaux et de voir ce qu'on peut faire en fait lorsqu'on a une problématique ou comment épauler ou aider des gens lorsqu'on est témoin aussi d'une situation. Parce qu'à l'Aparté, on est là pour les victimes, mais également pour les témoins de situation. Donc, il faut savoir que les sorties sur les réseaux ne se font pas sans risque. Je vais aborder tout ça. On parle beaucoup de diffamation, atteinte à la réputation, contamination du témoignage, etc. Donc, on parle de ça, mais souvent, les gens comprennent pas nécessairement toutes les tenants et aboutissants, dans quel contexte est-ce qu'on se retrouve en matière de diffamation et dans quel contexte est-ce qu'on se retrouve en matière que ce n'est pas de la diffamation ou contamination du témoignage.
tout ça, je vais aborder ça avec vous aujourd'hui. Donc, je vais juste m'assurer d'ouvrir, je crois, la conversation. Je pourrais peut-être pas répondre au fur et à mesure, mais je vais essayer quand même là, de voir si jamais c'est pertinent la question, de voir si je peux la glisser là, dans l'information que je vous donne aujourd'hui. Donc, l'aparté a été mis sur place. On offre des services qui sont gratuits. C'est financé en fait par le ministère de la Culture. Notre rôle, c'est d'offrir une première assistance à toutes les personnes du milieu culturel qui font l'objet d'harcèlement ou de violence au travail. On le parle au sens large. Évidemment, de la problématique doit survenir dans un contexte de travail. Il faut savoir que dans le milieu de culture, ce n'est pas toujours du 9 à 5. Donc, évidemment, si on est dans un contexte de travail, mais qui est plus de nature informelle, par exemple, un party de bureau, une bière un vendredi pendant qu'on prend une bière, un dîner, tout ça, ça s'inscrit quand même dans nos services, mais on va pouvoir tout à fait aider la personne. Donc, tout ce qu'on fait, c'est qu'on fait du soutien juridique. On ne fait pas de la représentation, mais on prend en charge les besoins juridiques. La personne nous appelle, on répond à ses questions. Puis, on regarde un peu aussi, dans le fond, c'est quoi les besoins et qu'est-ce qu'on peut lui offrir comme soutien. On parle évidemment des solutions juridiques, mais on va aussi référer pour tout ce qui est aide ou intervention psychosociale si c'est nécessaire aussi. Donc, si une personne a besoin de parler avec une psychologue, une intervenante psychosociale, on a des ressources aussi à lui donner. Et on l'informe aussi de ses droits et ses recours. La personne qui vient à l'aparté n'est jamais obligée de vouloir porter plainte. Puis d'ailleurs, dans la plupart des cas, la personne ne veut pas porter plainte, elle veut juste avoir de l'information ou de l'accompagnement et des fois aussi de l'accompagnement en parallèle. Ce qui fait que, par exemple, on peut assister la personne pour faire une médiation avec son employeur. OK? Donc, on est vraiment là pour s'adapter un peu aux besoins de la personne puis à ce qui est possible de faire aussi sur le plan juridique. Donc, ensuite, pour qui, je l'ai mentionné, c'est toute personne du milieu culturel. J'écris homme ou femme, mais évidemment, on est vraiment chez Juripom dans une approche non genrée et d'inclusivité. Alors, on est vraiment, on a des formations là, sur comment recevoir, par exemple, des personnes qui seraient non binaires ou qui auraient qui seraient transsexuels et tout. On est vraiment formés pour recevoir aussi. On est d'ailleurs obligés, chez Juripom, tous les employés sont obligés de suivre une formation qui est donnée par enfants transgenres sur la transsexualité et tout. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas de problème aussi. On est vraiment dans une optique d'inclusivité. Donc, on reçoit des personnes qui ont été témoins ou d'une situation de harcèlement ou de violence ou une victime. Et ça doit être lié, dans le cadre du travail, au domaine culturel, peu importe la filiation professionnelle. C'est-à-dire que la personne n'est vraiment pas obligée d'être membre d'une association professionnelle pour recevoir des services, en fait, par notre organisation, notre association. Donc, d'abord, ce qui est important, en fait, puis moi, ce que je commence toujours quand je fais des présentations, c'est de parler de ces notions-là juridiques. Qu'est-ce que c'est le harcèlement psychologique, le harcèlement criminel, les autres composantes, par exemple, d'une agression sexuelle, pour qu'on soit tous au même niveau à ce niveau-là, pour qu'on ait l'information, en fait, générale. Et évidemment, tout au long, je donne des exemples aussi. Donc, d'abord, la définition classique du harcèlement psychologique, c'est la définition qu'on retrouve en fait aux normes du travail. C'est quoi le harcèlement? On va parler d'une conduite vexatoire, en fait, qui se manifeste par des comportements, paroles ou gestes répétés. Et le mot répété est vraiment important dans la définition et qui sont hostiles ou non désirés. Ça veut dire qu'on ne veut pas recevoir ça. Ça va porter atteinte à la dignité de la personne qui les reçoit ou à son intégrité physique, parce que quand on parle d'intégrité physique, dans certains cas, ça peut même être de la violence physique, là, des voies de fait, des menaces de mort, etc. Et qui va rendre le milieu de travail néfaste. Donc, ce qui est important de retenir du harcèlement psychologique, puis c'est ça aussi qu'il faut vraiment garder en tête, c'est que c'est pas toujours clair à la base que c'est du harcèlement psychologique. Et le propre de la situation de harcèlement fait aussi que ça s'inscrit dans une situation d'escalade. Donc, on commence par des situations qui sont normalement un peu plus minimes, mais minimes, c'est comme des petits irritants, c'est des petits traumatismes et qui, au fil du temps, vont devenir des gros traumatismes parce qu'on va les avoir continuellement dans le temps et ça ne va pas arrêter finalement.
Fait que, par exemple, ça pourrait être des regards, des silences, l'ignorance, des petits commentaires des fois qui, au fil du temps, vont porter atteinte à la dignité. Par exemple, ça peut être qu'on met la personne en situation continuellement d'échec ou on remet toujours en question ses compétences. Bien là, toi, es-tu vraiment compétente et tout? Une fois, ça ne sera pas du harcèlement psychologique. Bien, à la longue et dans un contexte toxique, ça va devenir du harcèlement psychologique. C'est important de garder ça en tête. Est-ce qu'il y en a, on me demande une pause, est-ce qu'il y en a qui veulent une pause actuellement? Jennifer? Désolé, so I just wanted to speak to our interpreter because I think the audio is choppy. So Nadine, Okay. can you bring your microphone closer to you, I think, because it sort of like glitches in and out. Oh, pardon, je viens de voir ton message, Jennifer. Je ne l'avais pas vu, je pense que ça fait pas longtemps que c'est là. That's okay. Okay, can you speak parfait. just like a few sentences, just so that we can test audio? Oui, bien sûr. Voilà, alors, est-ce que vous avez besoin que je répète la définition du harcèlement psychologique? Oui, je pense que ce serait un bon test. Okay, I think Nadine, if you speak like that, that is perfect. OK, parfait. Donc, je continue. Interrompez-moi, là, Jennifer. Oui, merci. Donc, alors, on va parler en fait vraiment d'une conduite qui est vexatoire et qui porte atteinte à la dignité de la personne. OK? Alors, j'ai quelques exemples, évidemment, comme je vous en parlais un petit peu. On va parler d'humilier un collègue à répétition devant ses supérieurs. Ça, c'est un point qui est super important en gestion, là, puis je sais que dans le milieu de la programmation, ça ne se fait pas toujours, malheureusement. Un point qui est très important, c'est que lorsqu'on veut, en fait, recadrer un employé, c'est important de le faire en privé. Donc, évidemment, quand on insulte quelqu'un devant d'autres personnes, même si c'est des insultes qui ne sont pas à proprement flagrantes, là, ça peut être des insultes cachées, en fait, devant d'autres, devant des personnes, ça va constituer une conduite vexatoire. Donc, quand on regarde une situation d'harcèlement, on va regarder en fait chacun des comportements, des paroles, des gestes, des courriels. On va tout regarder ça dans le contexte du travail et c'est ça qui va nous permettre de décider est-ce que oui ou non il y a du harcèlement psychologique. Souvent, les gens viennent nous voir à la partie et nous disent mon Dieu, mais je suis vraiment pas sûre que j'ai vécu du harcèlement parce que c'est tellement fait caché, c'est tellement ratoureux de la façon que la personne le fait que je ne suis pas certaine. Alors, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler avec la personne pour vraiment faire la chronologie, le résumé des événements pour justement identifier est-ce que oui ou non on a une conduite vexatoire ou pas. Il faut savoir aussi que malheureusement, la mauvaise gestion, ce n'est pas nécessairement du harcèlement. Un exemple, déranger un employé pendant ses vacances pour lui poser des questions. Ce n'est pas en soi du harcèlement. Souvent, les gens me disent « Mais voyons, ça n'a pas d'allure, devrait me laisser tranquille pendant mes vacances. » Je leur réponds « Vous avez tout à fait raison. Vous devriez effectivement vous avoir la paix pendant vos vacances, mais en soi, ce n'est pas du harcèlement. » Okay? Par contre, si on est dans une situation de dénigrement et qu'on a d'autres comportements, eh bien, cet événement-là de déranger un employé pendant ses vacances peut constituer du harcèlement. OK? Dire devant une personne qui est incompétente, fait rien de bon, dire ça d'une personne, ça va être aussi un élément d'harcèlement psychologique. Aussi, lorsqu'on a des commentaires qui sont discriminatoires et qu'on dit, par exemple, tu es inférieur à moi à cause que tu es un noir, tu es inférieur à moi à cause de X, Y, Z, parce que tu es une femme, whatever. Du moment qu'on a un aspect discriminatoire, là, ça rentre encore plus dans l'harcèlement, la conduite vexatoire. OK? On l'a déjà vu en jurisprudence, là, des commentaires de la sorte là, dans des milieux de travail. Ça n'a pas lieu. C'est illégal d'avoir des comportements comme ça aujourd'hui, en 2020. OK? Donc, c'est le genre de comportement, en fait, qui va constituer du harcèlement.
Le harcèlement psychologique, en fait, va devenir aussi du harcèlement sexuel lorsque les comportements sont de nature sexuelle et sont non désirés. Il faut savoir que le harcèlement sexuel, ça s'inscrit dans le harcèlement psychologique. C'est inclus dans la définition du harcèlement psychologique. Récemment, lorsqu'on a changé, en fait, la loi sur les normes du travail, on a indiqué là, que maintenant, le harcèlement sexuel faisait partie du harcèlement psychologique, mais en réalité, ce n'était pas vraiment nécessaire parce que dans la jurisprudence, c'était déjà bien reconnu que le harcèlement sexuel est inclus dans le harcèlement psychologique. Par contre, c'est toujours important de clarifier le plus possible. Donc, encore une fois, on va avoir des comportements à caractère sexuel non désirés, des paroles, des gestes, des affiches avec des implications sexuelles. Dans les dossiers, là, justement, là, les dossiers d'Ubisoft, par exemple, qui sont sortis dans les médias, on en voyait dans des comportements qui relevaient du harcèlement sexuel dans ce qui a été médiatisé. Dire à quelqu'un, je me crosse devant toi, c'est du harcèlement sexuel. Insister continuellement à quelqu'un pour vouloir sortir avec la personne, pour vouloir la dater, c'est du harcèlement sexuel lorsque ça devient un comportement qui est répété. Également, dire à une personne, ah, t'es vraiment sexy, toujours des comportements. En fait, l'idée en arrière du harcèlement sexuel, c'est qu'on est en train de tellement continuellement viser le sexe de la personne, qu'elle est flaguée, la personne, puis finalement, au final, elle n'arrive même plus à travailler parce qu'elle se fait constamment déranger au travail. OK? Donc, ça va faire partie du harcèlement sexuel. Donc, il faut savoir là, que quand ça tombe dans du harcèlement sexuel, on a plusieurs recours que je vais aborder un petit peu plus tard, mais qui existent. On a aussi dans la jurisprudence, par exemple, des cas où un employeur traitait continuellement ses employés de putes, de escorte, des commentaires comme ça. Ça c'est du harcèlement sexuel, c'est grave là, comme comportement. OK? Un point que j'ai oublié de mentionner sur le harcèlement psychologique et qui touche aussi le harcèlement sexuel, c'est qu'une seule conduite grave peut constituer du harcèlement psychologique. Par contre, il faut que la conduite soit assez grave. C'est-à-dire que, par exemple, justement, voie de fait, menace de mort au travail, une seule conduite, ça va être suffisant pour dire qu'on est dans du harcèlement psychologique ou du harcèlement sexuel. Par exemple, si on retrouve une agression sexuelle en milieu de travail, on n'a pas besoin d'avoir un caractère répétitif là, pour que ça constitue du harcèlement sexuel. OK? J'espère que c'est clair à ce niveau-là. Et c'est vraiment, là, dans le fond, les comportements vont être non désirés. Donc, si on est silencieux ou qu'on tolère passivement, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec les comportements qu'on reçoit. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec ça. Ça veut juste dire probablement qu'on est en milieu de travail, puis ça se peut que ce soit notre supérieur, puis qu'on a peur de dire non, puis de s'opposer. Mais dans ce temps-là, ça veut quand même dire que c'est non désiré. OK? Lorsqu'on parle aussi du caractère répétitif, petit point à mentionner, c'est qu'il n'y a pas de temps, là, la jurisprudence ne dit pas, bon, il faut que ça fasse 2 mois, 3 mois, 4 mois. On va vraiment regarder en fonction de chaque différente situation. Donc, le caractère répété, ça peut aller de quelques fois à 1 an, 2 ans, 3 ans là, de comportement problématique. OK? Ça aussi, c'est important de l'avoir en tête. Également, ça va donner un climat de travail qui est hostile. Dans le fond, on va parler de farces grivoises, de commentaires à caractère sexuel, des promesses de récompense aussi. Si on laisse sous-entendre à une personne que si tu as des contacts sexuels avec moi, tu vas avoir des promotions, ça constitue du harcèlement sexuel aussi. OK? Donc, c'est important de le garder en tête, ça aussi. Le harcèlement peut être aussi criminel. Donc, quand on parle de harcèlement psychologique, normalement, ça touche vraiment les employés-employeurs. Donc, on est dans un contexte de travail. On est un employé. Pour avoir recours, dans le fond, les recours, on va parler des normes du travail, il faut qu'on soit un employé. Lorsqu'on est travailleur autonome, on va avoir aussi des recours, mais j'en parle un petit peu plus loin. Les recours sont vont varier, en fait, si on est en matière de harcèlement psychologique. On va juste avoir des recours devant les tribunaux de droit civil. On n'aura pas nécessairement accès au nombre du travail, ce qu'on a lorsqu'on est un employé, un employé engagé. C'est pas nécessaire d'être un employé à temps plein ou un employé non plus permanent. Dès qu'on est employé, on a des recours, là, on est protégé par la loi pour ça. OK?
Le harcèlement peut devenir criminel, en fait, et là, à ce moment-là, on va avoir des recours vraiment au niveau criminel. Et ce harcèlement-là va devenir criminel lorsqu'on amène la personne à craindre pour sa propre sécurité. Donc, on va parler d'une crainte physique, psychologique, émotionnelle. Par exemple, si on suit une personne de manière répétée, si on communique avec elle de manière répétée, vous savez, là, le genre, là, on appelle la personne, on raccroche. On appelle la personne 20 fois de suite là, à 10 heures le soir. C'est normal là, que la personne va finir par avoir peur là, pour sa sécurité. On peut aussi, lorsqu'on surveille, je le vois aussi sur les Instagram, par exemple, si quelqu'un a une page Instagram qui est publique, en fait, quoi qu'ils sont pas mal tous publics, mais si j'ai une page où j'ai beaucoup, beaucoup de followers, puis je m'en sers, en fait, dans un contexte de travail, justement, là, de promotion, de ce que je fais, tout ça, et j'ai une personne là, qui continuellement me flag, me dit « T'étais là à telle place, je t'ai suivi », tout ça. Là, ça commence à être du harcèlement criminel pour vrai. Là, c'est comme OK. La différence, en fait, c'est qu'on ne peut pas porter plainte à la police lorsqu'on a du harcèlement criminel parce qu'on craint pour notre sécurité. OK? Donc, on a un comportement qui est menaçant pour la personne. OK? À ce niveau-là, encore une fois, si ça vous arrive, je vous suggère d'appeler à l'aparté parce qu'on va pouvoir vous aider là-dessus. Et le harcèlement criminel, on peut porter plainte à la police même si c'est fait dans notre vie personnelle. Ce n'est pas obligé d'être fait dans un contexte de travail. Là. Donc, ça va devenir du harcèlement criminel. En ce qui concerne, je vais juste revenir pour le harcèlement sexuel. On a des recours aussi, même lorsqu'on est dans un harcèlement sexuel dans la vie privée. Donc, ce n'est pas nécessairement obligatoire là, que ça se soit passé sur le milieu du travail. Il existe des recours pour protéger contre tout ce qui est harcèlement sexuel et discriminatoire, aussi dans notre vie privée. Par exemple, si vous louez un logement et que votre propriétaire vous harcèle sexuellement, vous pouvez porter plainte même si ça n'a pas de lien avec votre travail. OK? Donc, ça aussi, c'est assez important à garder en tête. Je vais parler aussi de l'extorsion parce que c'est un point qui est mal compris aussi. Et c'est de la violence, en fait, et on peut porter plainte aussi aux criminels. C'est lorsque une personne va user de violence ou de manipulation pour obtenir quelque chose d'une autre personne. Par exemple, là, si je menace une personne de publier des photos compromettantes d'elle, si elle ne fait pas ce que je veux, si je menace une personne de divulguer des faits sur sa vie privée aussi, c'est de l'extorsion. Si je fais craindre à une personne de perdre son emploi ou un contrat si elle refuse, par exemple, d'avoir des relations sexuelles avec moi, ça va être aussi de l'extorsion. Donc, c'est un crime au Canada. Alors, on peut aussi porter plainte si ça nous arrive, là, parce que c'est un crime, en fait, c'est ça. On n'est pas censé faire ça. Évidemment, l'extorsion, souvent, va prendre des couleurs un peu criminelles. On menace de faire des voies de fait, on menace de porter atteinte à la maison d'une personne, par exemple, à son contrat de travail. On demande, là, en fait, d'avoir des faveurs sexuelles. Il faut savoir que c'est une extorsion parce que c'est un crime qui est prévu dans la loi, mais si on menace une personne, par exemple, de perdre son emploi si elle ne veut pas avoir une relation sexuelle avec nous, puis qu'on a finalement une relation sexuelle, c'est aussi une agression sexuelle. Parce que l'agression sexuelle, en fait, c'est quoi une agression sexuelle? C'est lorsque je vais avoir une relation ou un contact sexuel, c'est pas obligé d'être une relation avec pénétration, qui va être commis, en fait, sans mon consentement. OK? Donc, toute la pierre angulaire de l'agression sexuelle, c'est la notion de consentement. Ce consentement-là doit être libre et volontaire et doit être exprimé d'une quelconque façon. On n'est pas obligé nécessairement là, d'écrire un contrat, là, écrire oui, j'accepte d'avoir une relation sexuelle, mais il faut quand même que ça soit clair, il faut que ça soit enthousiaste. OK? L'accord, il est volontaire. Donc, c'est pour ça que si on vous menace, on menace une personne là, de quoi que ce soit, on fait des menaces en échange de faveurs sexuelles, à ce moment-là, le consentement, il est impropre, en fait. Il n'est pas volontaire parce qu'on m'a menacé. Et la menace peut être faite de plusieurs façons. Hein. Ça peut être aussi détourné, ça peut être fait de façon ça peut avoir l'air très gentil, mais en réalité, ça ne l'est pas. Là. Justement, si on dit, écoute, moi, je suis très bon, j'ai aidé plein de personnes à monter, à être supérieure, tu devrais y réfléchir puis vouloir là, avoir des choses, des relations avec moi. Mais à ce moment-là, effectivement, là, c'est une agression sexuelle en plus d'être une extorsion. OK? Donc, ça peut être deux crimes à la fois, dans le fond. Toute la pierre angulaire est dans le consentement, en fait. Et il faut savoir que si je me fais agresser sexuellement, je me fais attaquer puis que je fige parce que j'ai peur,
je ne consens pas non plus. OK? C'est important là, de le savoir, ça aussi. Puis un point que je veux mentionner qui est vraiment important, c'est que ce n'est jamais la faute de la victime. OK? L'agression sexuelle, c'est toujours la faute de l'agresseur. OK? Donc, je le mentionne parce que même si par exemple, une personne se rend chez une autre personne, ont quelques verres, et est intoxiquée un peu et est pas d'accord, mais se laisse un peu faire ou tombe sans connaissance, par exemple, bien, la jurisprudence est très claire là-dessus. Une personne qui est inconsciente ne peut pas consentir à un acte sexuel. OK? C'est une agression sexuelle. Et il ne faut jamais, en fait, je sais que les victimes là, se sentent souvent coupables là, et ce que je reçois me disent souvent, j'aurais peut-être pas dû aller là, j'aurais pas dû aller dans tel événement, tout ça. Je recadre toujours. L'agression sexuelle, le responsable, c'est l'agresseur, c'est pas la victime. OK? Donc, c'est important de le garder en tête parce que dans les agressions sexuelles, souvent, on a ce sentiment de culpabilité-là qui arrive et c'est tout à fait normal. C'est normal en psychologie. Mais légalement parlant, juridiquement parlant, l'agression sexuelle, en fait, c'est toujours la faute de l'agresseur. OK? Donc, c'est important de garder ça en tête. N'hésitez pas à la fin, là, si vous avez des questions, je pourrais répondre davantage là-dessus. Si vous avez vécu une situation de violence, vous ne voulez pas porter plainte, vous voulez dénoncer l'agresseur sur Internet. Est-ce que vous le pouvez? Ça, c'est la question qu'on me pose tout le temps, en fait, surtout depuis la vague de dénonciation. En fait, la question, en fait, qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que vous voulez chercher, qu'est-ce que vous voulez recevoir en dénonçant sur les réseaux sociaux? Donc, c'est sûr qu'il y a d'abord, il y a la question de la peur des représailles qui revient souvent. C'est une des raisons pour laquelle on voudrait dénoncer sur les réseaux sociaux. Le manque d'énergie, où on ne veut pas passer par le processus criminel. On peut avoir peur aussi, se dire, j'ai pas assez de témoins, ou je me rappelle pas de tous les événements, donc je pense pas que ce que j'ai, c'est suffisant pour porter plainte à la police. Je peux aussi manquer de soutien ou avoir peur de la personne. Avoir peur. Ce qui revient le plus souvent aussi, c'est les personnes qui viennent me voir, qui veulent dénoncer, me disent, je veux prévenir les autres. Je veux faire en sorte que les autres personnes, qu'il n'y aura pas d'autres victimes, en fait, de cet agresseur-là ou ce prédateur sexuel-là. On peut vouloir avoir besoin de soutien aussi. Des fois, on parle et on réalise, Colin, je ne suis pas toute seule à avoir subi des agressions de cette personne-là ou à avoir subi du harcèlement. Il y en a plusieurs qui l'ont subi. Donc, Colin, des fois, ça aide de savoir là, qu'on n'est pas toute seule là-dedans. Là, fait que c'est toutes les raisons qui peuvent vouloir expliquer pourquoi on veut dénoncer sur les réseaux sociaux. Pour dénoncer sur les réseaux sociaux, en fait, il existe des risques. L'important là-dedans, nous, chez Juripop et à la partie, on est vraiment dans une approche d'autonomisation de la victime. Donc, on n'est pas, ou de la personne survivante ou de la personne requérante. On n'est pas là pour vous dire oui ou non. On est là pour vous exposer les risques. Et moi, je les expose toujours, en fait, de façon à donner un peu une échelle de risque entre faible à très élevé, là, le risque que la personne subit là, en fait, en dénonçant. Et selon, en fait, la dénonciation ou le mode de dénonciation qui va être utilisé. Donc, le risque qui revient le plus souvent, c'est la poursuite en diffamation. Donc, évidemment, si on utilise les réseaux sociaux pour dénoncer une personne, on peut s'exposer, en fait, à recevoir une poursuite en diffamation. Le fait de s'exposer à recevoir une poursuite ne veut pas dire qu'on va en recevoir une. Ne veut pas dire non plus que la personne qui nous poursuit a la raison de nous poursuivre. Mais on s'expose. C'est juste ça qu'il faut garder en tête. OK? Donc, c'est quoi la poursuite en diffamation? En fait, d'abord, la définition que c'est vraiment important de connaître, c'est lorsque je suis une personne, je vais entacher la réputation d'une autre personne par des paroles ou des écrits. Sur une place publique. Donc, on parle de réseaux sociaux, dans les médias, mais ce n'est pas nécessairement uniquement ça, la place publique. La place publique, ça peut être aussi le milieu de travail, par exemple, si je le dis à tout le monde dans mon milieu de travail. OK? Et ces propos-là ou ces paroles-là vont avoir pour effet de déconsidérer la personne. Donc, la personne qui est visée par ces propos-là, en fait, qui sont défavorables, qui me déconsidère, ça va avoir un impact sur ma réputation. Et cet impact-là sur la réputation de la personne doit causer des dommages aussi.
Donc, il faut que la personne qui est visée par les propos ait subi des dommages. Donc, ça peut être des dommages psychologiques, mais ça peut être aussi évidemment de la perte de contrat, des dommages là, plus sur le plan monétaire aussi. C'est comme ça qu'on va les quantifier. Mais ce n'est pas obligatoire qu'il y ait eu des dommages qui sont de nature financière. OK? Faut savoir aussi que les propos vont être fautifs, en fait. Ça va être une faute de les commettre dans 3 occasions. OK? En fait, il y a 2 classes qu'on met. La première classe, c'est qu'on a divulgué des propos de mauvaise foi, vraiment de façon à nuire, à humilier ou à exposer la personne. Donc, il y a 2 façons de le faire. Soit d'une part, on les fait de façon, on les fait de façon, on sait sciemment que ces propos-là sont faux. Donc, on le sait qu'on rapporte des propos faux, on les rapporte pour nuire, vraiment dans l'intention de nuire à la personne. L'autre, la deuxième, en fait, cas de figure pour cette catégorie-là, c'est si je mentionne des propos que je sais faux, en fait, que je ne sais pas faux, mais que je devrais savoir qu'ils sont faux, ou que par ma négligence, ma grossière, en fait, négligence, je devrais savoir qu'ils sont faux, je devrais faire quelques vérifications avant de les divulguer. Ça aussi, c'est la deuxième catégorie où les propos vont être considérés comme faux. La troisième catégorie, qui est la plus nuancée, je vous dirais, et la plus difficile, c'est lorsque je n'ai pas nécessairement l'intention de nuire. Mes propos que je divulgue sont vrais, mais que par ma négligence ou ma témérité, je les divulgue sans raison, sans motif valable, et je porte atteinte donc à la réputation de la personne. OK? Donc, il faut savoir que même si les propos sont faux, je peux porter atteinte à la réputation d'une personne et m'exposer à une poursuite en diffamation. Là, il faut voir, il y a plusieurs situations, en fait, puis chaque situation est à évaluer. Par exemple, si je mets des propos sur Internet, je ne nomme pas la personne et je dis telle journée, et la personne n'est pas identifiable, et je dis telle journée, j'étais dans les toilettes, il y a un homme qui est rentré, un homme, une femme, peu importe, cet homme-là m'a pris par les cheveux, m'a forcé à ce que je lui fasse une fellation, et après ça, elle est partie, j'étais dans un bar, ça m'a vraiment bousculé, ça m'a vraiment atteinte. OK? Si je dis ça sur les réseaux sociaux, je dis ça, je nomme pas la personne n'est pas identifiable, évidemment, est-ce que la personne, il y a un risque de poursuite en diffamation? Théoriquement, oui. Mais pratiquement, il n'y a presque pas de risque parce que ça serait très, très, très surprenant que votre agresseur arrive et dise « Hey, je me reconnais, moi, dans mon test, dans votre test, dans votre texte, c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui t'ai pris par les cheveux puis qui t'ai forcé. » Quelque part, ce serait comme admettre qu'il a fait une agression sexuelle. Donc, c'est sûr que le risque est quand même plus minime. Là. Mais par contre, si j'écris sur Internet, telle personne, un nom public, m'a agressé sexuellement, là, on s'expose davantage. Si je ne donne pas de détails ni rien, on s'expose aussi davantage à se faire poursuivre en diffamation parce que c'est possible que la personne dise hey, 2 minutes, là, moi, j'ai pas fait ça. Donc, du moment qu'on nomme la personne ou que la personne est identifiable, c'est sûr que ça augmente le risque. Ça ne veut pas dire que la personne va poursuivre parce que ça prend quand même des moyens pour poursuivre une autre personne, mais il faut savoir que dès qu'on divulgue une personne, on s'expose à un risque. Puis moi, ça, je veux juste être toujours très clair avec les personnes qui viennent à la partie, qui viennent chercher des conseils juridiques. On peut aussi quand même soulever des moyens de défense, OK? Mais d'une part, on va pouvoir dire, bien d'abord, la personne n'a pas eu de dommages. Par exemple, si elle n'a absolument eu aucun impact, il n'y a pas eu de dommages. Si de l'autre côté, mes propos n'étaient pas crédibles, je n'ai pas non plus entaché la réputation de la personne. On peut aussi, en fait, le moyen de défense qu'on va dire, c'est qu'on a le droit à la liberté d'expression. On a le droit ce droit-là qui est aussi important, en fait, que la réputation, le droit à la réputation. Donc, on va soulever qu'on a le droit à la liberté d'expression, pardon, et que dans ce contexte-là, on a mentionné nos propos. Aussi, si on les divulgue dans l'intérêt public, donc on a un motif, et à ce moment-là, on peut aussi venir se faire dire que finalement, ce qu'on a divulgué était valide. Mais toute la notion d'intérêt public s'évalue au cas par cas aussi. OK? Et ça aussi, c'est pas évident. Ça, je vous dirais, là, ce volet-là, en jurisprudence, on trouve un peu de tout, là, fait que c'est vraiment du cas par cas. OK?
Donc, dans tous les cas, il faut garder en tête qu'une sortie médiatique ou sur les réseaux sociaux nous expose, que ce soit fondé ou pas. Alors, moi, ce que je dis toujours aux gens, d'accord, si êtes-vous prête à vous défendre si vous recevez une poursuite? C'est ça la question, en fait, qu'il faut se poser. Est-ce qu'on est prêt à se défendre? Est-ce que j'ai des ressources financières, psychologiques pour me défendre si jamais ça arrive? OK? C'est ça qui est important de garder en tête. Sinon, à ce moment-là, il va falloir essayer de voir est-ce que c'est quoi mon besoin à divulguer sur les réseaux sociaux et est-ce que je peux répondre à ce besoin-là d'une autre façon que de le sortir si je ne me sens pas apte, si je ne suis pas capable de vivre, par exemple, avec le stress, de recevoir une poursuite. Moi, j'ai représenté des personnes qui ont déjà reçu des poursuites de 400 000 puis je vous le dis, c'est pas le fun, de se faire poursuivre pour 400 000 parce qu'on est obligé de se défendre là, quand ça arrive. Il faut se défendre. Il faut payer un avocat, idéalement. Il faut se défendre. Là. Donc, c'est pas facile. Il faut savoir est-ce qu'on a les ressources psychologiques, émotionnelles et financières pour le faire. OK? Donc, un autre risque qui est important, c'est ce qu'on appelle la contamination des témoignages. Si, par exemple, je divulgue sur une page Facebook un événement qui m'est arrivé, que je raconte toute ma situation, que d'autres personnes également qui font la même chose et que là, on se partage entre nous nos témoignages, puis que là, on réalise, hey, monsieur X ou madame X ou Y qui m'a agressé sexuellement, elle a fait le même processus, en fait, avec d'autres personnes. Mais là, à ce moment-là, on peut se poser la question, là, il y a le même pattern qui se fait tout le temps, mais si on en a parlé entre nous, en fait, ce pattern-là ne pourra pas être utilisé par la police, okay? Comme élément là, de démonstration qu'il y a eu effectivement un même pattern et tout. Donc, ça c'est un des éléments. D'autres éléments aussi, c'est que tout ce que je divulgue peut être retenu contre moi aussi pour la défense. Donc, l'avocat potentiel de l'agresseur peut en fait venir utiliser ça pour attaquer ma crédibilité. Plus j'en parle à plus de personnes, plus que de la contamination des témoignages, plus que ça peut être difficile à ce moment-là pour la poursuite de démontrer qu'il y a eu effectivement qu'il y a eu les gestes en fait qui ont été faits parce qu'à ce moment-là, le témoignage peut être entaché, c'est ça qu'on va dire. OK? Chaque cas est un cas d'espèce, là, mais faut quand même garder en tête que plus on parle, on peut venir réduire en fait des moyens de preuve pour la couronne. OK? Donc, il existe des solutions juridiques possibles. Je vais parler des solutions juridiques et des solutions non juridiques. D'abord, il faut savoir qu'il n'y a pas juste la plainte à la police qui existe. On peut faire une réclamation à la CNESST, dans le cas où, par exemple, j'ai eu une lésion professionnelle. C'est-à-dire que si, par exemple, je suis tombée en dépression suite à une agression sexuelle ou suite à du harcèlement, je peux faire une réclamation à la CNESST dans les 6 mois de l'événement. OK? Je peux aussi porter plainte aux normes du travail en harcèlement psychologique, harcèlement sexuel, si j'en ai eu, en fait, ou agression sexuelle dans le milieu de travail. Là, il faut que ça se soit survenu au milieu de travail. Donc, je peux faire ça aussi pour recevoir, en fait, des sous du salaire et des traitements aussi psychologiques ou même des traitements médicamenteux si j'en ai besoin. Je peux aussi faire une réclamation à l'indemnisation des victimes d'actes criminels si j'ai été victime d'un crime, comme une agression sexuelle, par exemple. OK? Je peux, du moment qu'on a un motif discriminatoire, comme un harcèlement sexuel ou discriminatoire, en fait, comme sur la race, l'orientation sexuelle, la religion, je peux aussi porter plainte à la Commission des droits de la personne, donc la québécoise ou la canadienne, et je peux aussi faire des recours qui sont civils. OK? Pour punir l'agresseur ou éviter qu'il commette d'autres infractions, je peux faire une dénonciation à la police aussi. OK? Donc, ça fait partie des recours juridiques qui sont possibles. Il y a des alternatives aux recours judiciaires. On va parler, en fait, de rencontre avec l'employeur pour discuter de la problématique. Donc, ça peut être, par exemple, une médiation. Mon bébé pleure en arrière. J'espère que vous entendez rien. Il y a aussi des mesures d'accommodement raisonnables dans le milieu du travail qu'on peut faire. On peut faire une médiation avec l'agresseur ou le harceleur. On peut aussi utiliser des systèmes de justice réparatrice.
et des interventions psychosociales. Par exemple, il existe toutes sortes je vais vous en parler un petit peu plus tard, des organismes qui peuvent vous aider pour faire de l'écoute ou de l'intervention au besoin. Il faut savoir aussi, je reviens sur la diapositive précédente, pour les recours juridiques possibles, on me demande souvent c'est quoi les preuves, j'ai pas personne de témoin. Mais évidemment, c'est fréquent. Là, dans un cas d'agression sexuelle, il n'y a pas toujours de témoin. Mais il faut savoir que votre témoignage, c'est une preuve. Moi, ce que j'ai aussi dans les cas d'harcèlement psychologique, sexuel ou d'agression aussi, essayez d'écrire le plus possible tout ce qui se passe avec les dates, les heures et tout ça dès que vous réalisez la situation. Parce que tout ce qui est la preuve documentaire, courriel, écrit, échange, rencontre, etc., ça peut être des éléments de preuve qui peuvent aider à démontrer qu'il y a eu du harcèlement psychologique. Dans les cas d'agression sexuelle, en fait, des fois, il peut y avoir des échanges de messages textes, il peut y avoir des courriels, mais c'est plus rare. Là. Souvent, ça se passe en vase clos. Donc, c'est intime, en fait, souvent une agression sexuelle. Donc, on n'a pas toujours de témoignages. Mais en fait, ce qui arrive, dépendamment de la situation, c'est pas toujours parfait, là, mais on peut aussi aller faire ce qu'on appelle une trousse médico-légale à l'hôpital lorsqu'on vient de subir une agression sexuelle, qui vont récolter, en fait, des médecins vont récolter des éléments de preuve corporels là, si c'est nécessaire. Mais souvent, dépendamment de l'agression sexuelle, c'est pas toujours à propos, là, parce que il y a juste 15% des cas d'agression sexuelle où c'est fait par des étrangers dans la rue. Là. Souvent, ça se fait, dans 85% des cas, c'est par des gens qu'on connaît. Fait que c'est pas toujours, on n'aura pas toujours accès à cette trousse-là. Cette trousse-là doit être faite dans les 3 jours, là, dépendamment de ce qu'on veut récolter, même jusqu'à dans les 5 jours. Fait il y a possibilité quand même d'aller le faire, dépendamment de la situation, mais il faut savoir que c'est un petit peu plus difficile quand même des fois d'aller le faire. Et si jamais la personne veut aller, par exemple, vient de subir une agression, est en état de choc, c'est prouvé là, que dès qu'on donne de l'aide tout de suite à la personne post-agression sexuelle, à ce moment-là, il y a vraiment possibilité là, d'aider la victime le plus rapidement possible. Je pense que c'est dans les 72 premières heures. Si on est là, que la personne va chercher de l'aide et qu'elle a une intervenante, par exemple, il y a toutes sortes d'organismes qui peuvent aider et même accompagner la personne à aller faire la trousse médico-légale. Des organismes, notamment les organismes féministes, ça peut vraiment aider, en fait, après ça, là, dans le reste du dossier aussi, à guérir de l'agression finalement, là, parce que c'est ça qu'on veut, c'est la guérison psychologique. Donc, les alternatives au recours, comme j'en ai parlé, ça se fait dans un contexte plus informel, c'est du cas par cas, on va évaluer. Il y a des organismes, en fait, qui offrent du soutien psychologique. Il y a les CAVAC, les centres d'aide aux victimes d'actes criminels, qui sont spécialisés. Vous n'êtes pas obligé de porter plainte, en fait, pour aller chercher de l'aide. Du moment que vous avez été victime d'un acte criminel, ça peut être agression sexuelle, voie de fait, extorsion, peu importe. Vous pouvez aller chercher de l'aide au CAVAC aussi. Donc, qui sont super. Vous avez accès à avoir de l'intervention, de l'écoute, mais aussi avoir un suivi avec une intervenante. Des fois, c'est des sexologues, des fois des psychologues, travailleurs sociaux. Vous pouvez donc vraiment avoir accès. Il y a plusieurs ressources, en fait, plusieurs options. Là. Il y a aussi le groupe d'aide et d'information en harcèlement sexuel au travail, qui est le GAIS, qui est un organisme excellent. Ils font tout ce qui est harcèlement psychologique et sexuel. Et c'est le seul au Québec là, qui fait ça. En plus de la partie, là, je dis, nous, on est dans le conseil juridique, mais eux, ils sont vraiment plus dans l'intervention. Ils sont excellents, excellents. Ça fait 20 ans qu'ils font ça et plus, donc ils sont vraiment, ça peut être vraiment de l'aide aussi que vous pouvez aller chercher. Il existe aussi tous les regroupements québécois. Il y en a plus, là. J'ai nommé des principaux, mais il y en a vraiment plus. Là. Si jamais vous avez une situation particulière, vous pouvez toujours m'appeler, puis moi, je vais vous donner d'autres ressources. Là. Il y a le regroupement québécois des centres d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel. C'est les RQ-CALAC. Ça, ils sont différents en fonction de chaque région. Ce sont des organismes qui aident les femmes, donc c'est vraiment spécifiquement pour les femmes. Ce sont des organismes féministes aussi qui peuvent aider aussi. Il y a plusieurs et différentes aussi options qu'on peut retrouver là-bas. Il y en a vraiment d'autres aussi. Il y a des organismes spécifiques pour, comme il y a Enfants Transgenres Canada, par exemple, qui peut aider. Il y a toutes sortes d'autres organismes. Là. Il y a SOS Violence. Il y a plusieurs organismes aussi là, qui existent. Il y en a vraiment plusieurs. Donc, à ce moment-là, moi, ce que je fais, c'est que je dis toujours aux gens, venez me voir, puis moi, je vais vous référer. Il existe aussi une ligne ressources pour toutes les agressions sexuelles québécoises qui, elle aussi,
peut référer et donner des ressources aussi lorsqu'on est victime d'une agression sexuelle. Je vous dirais, tout ce qui est agression sexuelle ou crime, acte criminel, il y a beaucoup de ressources. Il y a moins de ressources pour tout ce qu'on touche le harcèlement psychologique et sexuel. Donc, c'est pourquoi le GACE est vraiment un bon organisme pour tout ce qui est harcèlement psychologique et sexuel, parce qu'à ce niveau-là, c'est plus difficile quand on se situe en harcèlement psychologique. C'est plus difficile d'aller chercher des ressources. Donc, le GACE est là pour ça aussi. OK? Puis, j'espère qu'il va y avoir de plus en plus de ressources parce que le harcèlement psychologique, c'est vraiment une problématique qui est importante. À l'aparté, on a 50 de nos dossiers touchent du harcèlement psychologique. Là. Donc, c'est vraiment présent. Là. Donc, nous, à l'aparté, qu'est-ce qu'on peut faire? En fait, c'est sûr que d'abord, c'est accès direct à un avocat. Donc, moi, ou j'ai ma collègue Nadia aussi qui m'aide. Et ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on fait vraiment de l'accompagnement, du soutien juridique. On va, dépendamment, ça peut être juste une information. Des fois, les gens m'appellent et me disent, j'ai eu tel commentaire que j'ai trouvé déplacé dans une rencontre, qu'est-ce que je peux faire? Alors là, on va aider, on va donner des guidelines, en fait, quoi faire tout ça. Mais ça peut aller aussi plus loin. J'ai porté plainte, j'ai fait un grief, j'ai besoin d'aide. Donc là, on peut même aller jusqu'à accompagner la personne, jusqu'à la médiation, jusqu'à l'enquête. On est là avec la personne, on prépare les documents, on lit les documents, on explique, dans le fond, qu'est-ce qui est important de dire, qu'est-ce qui est moins important de dire. On recadre, on fait vraiment de l'aide, du coaching pour aider la personne pour en fait maximiser ses chances de succès si elle fait un recours. Et on peut aussi aider à préparer des documents, les demandes d'indemnisation, par exemple à la CNCC, l'IVAC, la SAC, dépendamment là, de qu'est-ce qui s'applique. On peut aider à aller porter plainte à la police si c'est nécessaire, faire l'accompagnement dans le processus criminel, etc. On est un service qui est bilingue aussi, donc il n'y a pas de problème là, pour venir nous voir. Actuellement, notre site Internet est uniquement en français parce que ça a été assez compliqué à avoir les autorisations gouvernementales pour pouvoir le traduire, mais techniquement, on est censé là, mettre des pages en anglais aussi. Donc, vous pouvez toujours, en fait, évidemment, venir aussi sur notre site Internet. Et quand vous venez, c'est absolument pas nécessaire de porter plainte. Tout ce qui est dit, c'est protégé par le secret professionnel. Personne n'est au courant à part l'avocat à qui vous parlez. L'employeur, votre employeur ne le sait pas, vos autres collègues ne le savent pas. Même la personne qui vous a référé à nous ne le sait pas. S'il y a un syndicat, l'association professionnelle n'est pas au courant. C'est gardé confidentiel. Nous, on va vous demander des informations. On n'aura pas le choix de vous demander c'est qui le nom de l'agresseur ou de l'harceleur, simplement pour vérifier les conflits d'intérêts. Mais la personne, on ne communique pas avec elle, là, à moins que vous nous autorisez. Là. À ce moment-là, oui, ça peut arriver, mais sinon, il n'y a pas de, évidemment, il y a zéro contact qui est fait. Votre employeur n'est pas au courant, mais si vous nous autorisez, si vous nous dites, des fois, les personnes disent, moi, Virginie, j'aimerais ça que tu communiques avec mon employeur parce que j'aimerais ça faire une rencontre de médiation. Et à ce moment-là, on va le faire. Nos services s'arrêtent toutefois à la représentation. C'est-à-dire que si on ne fait pas de représentation, si vous allez devant les tribunaux, poursuivre une personne, nous, on peut vous accompagner, on peut être là à côté, mais on ne pourra pas parler pour vous devant le juge. C'est ça la grosse nuance. OK? On peut vous donner des ressources, par contre, pour la représentation. Donc, pour nous contacter, c'est assez facile d'avoir accès à l'aparté. Vous pouvez aller directement sur notre site Internet qui est www.aparté.ca. Là, il y a un formulaire de contact. Vous pouvez nous envoyer ce formulaire-là. C'est directement moi qui le reçois. Donc, c'est confidentiel. C'est vraiment un petit formulaire. Rapidement, le nom, coordonnées, si on peut vous appeler sur votre téléphone ou votre courriel, le soir, le jour, c'est vraiment simple. C'est juste pour savoir quand est-ce qu'on peut vous appeler. Notre horaire, c'est du lundi au vendredi de 10h à 18h. Et des fois, par contre, c'est un peu plus flexible. Comme là, on est samedi matin, je suis là, je vous fais une formation, mais dans le fond, ça peut être un petit peu plus flexible aussi. OK? Maintenant, on sera à la période de questions. Est-ce que vous avez des questions? Vous pouvez les mettre dans le chat ou les partager directement. Là aussi, si vous êtes à l'aise à la caméra ouverte, il n'y a pas de problème. Là. Je vais sortir. Voilà. Donc, comme on dit, Oui, bonjour. Pardon, c'est Valentine. Allez-y. Vous pouvez soit envoyer vos questions à Virginie directement, soit à moi, soit dans le chat. Sinon, on va passer à travers les questions qui ont été envoyées avant
avant la présentation. Oui, je peux passer par les questions, puis après ça, s'il y en a d'autres qui ont d'autres questions à ce moment-là, n'hésitez pas, là, moi je suis là pour ça, là, puis je veux dire, je veux pas non plus que ça soit juste un monologue, là, n'hésitez pas là, à poser des questions si vous en avez, en espérant en fait que tout a été assez clair aussi pendant la présentation. Je vais passer par les questions, si ça te va, Valentine? Yes. Oui. Donc, on me posait la question, en fait, si les lois en milieu de travail ou est-ce qu'elles sont pareilles qu'à l'université ou à l'académie contre, par exemple, le harcèlement et autres? En fait, non, les lois sont différentes. En milieu de travail, on a vraiment les lois sur les normes du travail qui s'appliquent, entre autres. Par contre, il y a maintenant des lois aussi. Tous les établissements d'enseignement supérieur sont obligés d'avoir des politiques anti-harcèlement avec un processus de traitement des plaintes. Donc, vous pouvez passer par là. Puis du moment qu'on parle d'harcèlement sexuel ou discriminatoire, il y a toujours le recours à la Commission des droits de la personne aussi qui existe, qui est là pour le milieu de l'enseignement et le milieu à l'extérieur du travail. Et dans le fond, c'est ça, finalement, en gros. Si on est dans un cas d'acte criminel, il y a toujours possibilité de porter plainte à la police. Peu importe que ce soit produit, c'est les mêmes recours, que ce soit produit au milieu du travail ou en milieu d'enseignement, il n'y a pas de problème aussi. On me posait la question du délai. How long do I have to come forward? Ça dépend des recours. Pour une agression sexuelle, normalement, si on procède par acte criminel, il n'y a pas de délai. Si on procède par ce qu'on appelle, si c'est une agression sexuelle qu'on dirait mineure, là, entre guillemets, j'aime pas ça gradé, là, mais à ce moment-là, il peut y avoir un délai de 6 mois de l'agression sexuelle si c'est ce qu'on appelle par procédure sommaire. Sinon, pour tout ce qui est réclamation à la CNSST, c'est 6 mois en les lésions professionnelles. Pour tout ce qui est plainte aux normes du travail, c'est 2 ans. La Commission des droits de la personne, c'est 2 ans aussi. La Commission québécoise, puis la Commission canadienne, c'est 1 an. Donc, la différence entre les deux, en fait, c'est que ça dépend simplement du milieu de travail. En fait, là, si on est dans une charte fédérale, c'est fédéral. Puis à ce moment-là, c'est du cas par cas, là. Par exemple, la Poste, si je travaille à Poste Canada, ben, c'est fédéral. Donc, à ce moment-là, c'est mieux de venir nous voir parce que chaque cas est différent. Donc, c'est ça. Et maintenant, pour tout ce qui est recours civil, les délais ont été abolis. Donc, pour les recours civils, il n'y a plus de délai à ce niveau-là. On me demande quel... Virginie, on a une question dans le chat aussi. Est-ce qu'il y a également des guides de ce que RH a le droit ou pas le droit de faire? Par exemple, est-ce que les RH ont le droit de dénoncer la personne à son agresseur? Bien, c'est sûr que ça dépend de la plainte qui a été faite. Normalement, chaque employeur maintenant est obligé d'avoir une politique anti-harcèlement. Donc, il est censé avoir un traitement des plaintes dans cette politique-là, puis les RH doivent suivre cette politique-là. Ensuite, l'employeur, il faut toujours se rappeler qu'à l'endroit de ses employés, il a une obligation de respecter les renseignements personnels, les confidentiels. Donc, si évidemment la personne dit « je ne veux pas qu'on en parle », normalement, l'employeur doit quand même assurer la confidentialité. C'est une obligation. Par contre, sachez que lorsqu'on fait une plainte à l'employeur, la bonne façon de faire là, des ressources humaines, là, ou je dis l'employeur en général, mais c'est les ressources humaines, la bonne façon de faire, en fait, c'est de normalement procéder à une enquête. Même si l'employeur n'a pas de plainte formelle, il devrait quand même s'assurer que l'environnement de travail est exempt de toute forme d'harcèlement. OK? Donc, ce qui veut dire, en fait, que même sans plainte, si l'employeur a des doutes qu'il se passe quelque chose et qu'il y a du harcèlement sur le milieu de travail, il devrait quand même procéder à une enquête interne, à tout le moins. OK? Donc, ça, il faut garder ça en tête. J'espère que j'ai bien répondu à votre question, madame. Ensuite, dites-le moi là si jamais j'ai pas répondu comme il faut. On me demande quelles preuves j'ai besoin, mais je l'ai mentionné un petit peu en fait. Les preuves, ça va dépendre vraiment de la situation. Le mieux, bien évidemment, c'est sûr qu'on a toujours le témoignage de la personne harcelée ou la personne victime. On a toujours le témoignage. Ensuite, c'est sûr que là, ça dépend. Il peut y avoir des courriels, il peut y avoir des messages textes, il peut y avoir des chats, par exemple, sur Teams, si vous utilisez Teams au travail, sur Slack, sur même WhatsApp. C'est pas censé être utilisé dans le milieu de travail, mais bon, ça a l'air que c'est utilisé aussi. Donc, si jamais vous avez un chat interne, ça peut être ça aussi. Si jamais c'est sûr que quand on a des écrits, ça aide parce que ça vient
ça vient vraiment, dans le fond, appuyer les propos. Puis toujours, si vous pensez que vous êtes victime si vous êtes victime d'une situation de harcèlement là, où vous pensez noter tout. Commencez à noter. Pour vous, là, vous ne laissez pas ça à personne, mais vous notez les éléments parce que souvent, même dans l'agenda, des fois, les personnes ont comme un calendrier, un agenda, ils notent et on réalise souvent après coup que, mon Dieu, il y a beaucoup d'éléments, mais c'est parce qu'il faut savoir que l'harcèlement psychologique, c'est souvent très, très, très insidieux, là, hein? Fait que c'est pas toujours clair, là, qu'il y a ça. Fait que c'est vraiment important de tout noter parce que c'est là souvent que les gens me disent, mon Dieu, en réalisant mes notes ou en notant ce qui s'est passé là, de façon chronologique, j'ai comme réalisé vraiment ce que j'avais vécu, là, OK? On me demande qu'est-ce que ça prend pour avoir un restraining order. En fait, il faut qu'on ait d'abord, idéalement, il faut aller à la police pour avoir ça. Il faut vraiment qu'on ait peur que notre sécurité est en jeu. Donc, il existe ce qu'on appelle le 810. En fait, on peut aller à la police si j'ai été victime de violence ou que harcèlement criminel, je peux porter plainte à la police ou aller chercher, en fait, un restraining order de la police. Il existe aussi un autre recours qui est au niveau civil, qui a été fait justement pour les victimes de violences conjugales, qui est peu utilisé, mais là, nous, on l'a utilisé au bureau, puis on a réussi à l'avoir. Fait que ça peut être aussi intéressant. À ce moment-là, c'est encore une fois, il faut avoir une crainte pour sa sécurité, en fait, sa sécurité civile ou sa sécurité physique, intégrée. Il faut avoir une crainte, puis il faut que ça soit aussi d'actualité. Parce que des fois, il y a des gens qui sont venus me voir, les faits harcelants s'étaient produits 1 an avant. Là, il était comme rendu trop tard parce que là, ça fait 1 an, il n'y a plus de contact, il n'y a plus de crainte pour la sécurité de la personne. Il faut quand même que ça soit comme en ce moment. Puis si la police refuse d'émettre un restraining order, il y a quand même possibilité de le faire aussi de manière privée, qu'on dit. C'est-à-dire qu'on peut aller au greffe de la cour, aller aussi chercher ça, procéder devant un greffier et demander d'avoir ça. Évidemment, il faut qu'on ait quand même quelques éléments de preuve, c'est-à-dire qu'il faut qu'on dise pourquoi est-ce qu'on pense que notre situation est problématique, mais il y a possibilité aussi de faire ça. OK? Si c'est en contexte de travail aussi, et que vous êtes victime de harcèlement criminel, psychologique, sexuel, l'employeur devrait aussi mettre des mesures de protection pour vous protéger. Sachez que souvent, ce n'est pas fait. Souvent, les employeurs n'y pensent pas, mais vous avez le droit de demander de ne plus avoir de contact avec la personne harcelante. OK? La jurisprudence l'a bien dit à ce niveau-là. OK? Ensuite, une autre question, j'espère que j'ai bien répondu à la question. Une autre question qu'on me demande, c'est comment est-ce qu'on deal avec les HR quand on est harcelé? Il faut, dans la mesure du possible, quand on est victime d'harcèlement, il faut le porter à l'attention de l'employeur d'une certaine façon. Donc, normalement, s'il y a des ressources humaines, parce qu'il n'y a pas toujours de ressources humaines, ça va être aux ressources humaines qu'il faut le dire. Parce que ce qui arrive, c'est que l'employeur, l'idéologie en arrière de ça, c'est que votre employeur ne peut pas vous protéger s'il n'est pas au courant qu'il y a une situation d'harcèlement. Donc, nous, on va regarder, en fait, juridiquement parlant, l'employeur qui est fautif, qui n'a pas mis tout en place pour protéger les employés du moment qu'il est au courant qu'il y a une situation d'harcèlement psychologique. Puis, et le fait qu'il est au courant, ça peut être aussi, par exemple, si c'est votre employeur lui-même, si vous êtes dans une petite business, puis si vous êtes 10, puis c'est votre employeur qui vous harcèle, bien évidemment, vous n'allez pas aller voir votre employeur pour porter plainte, c'est lui l'harcelant. Donc, la jurisprudence qu'elle vient dire, c'est que c'est présumé que c'est l'employeur est au courant. C'est lui là, qui... Ou si l'employeur peut avoir vu des choses aussi, à ce moment-là, c'est lui, il est présumé qu'il est au courant. Mais pour aller voir l'idéal, c'est d'aller voir les HR. L'idéal, c'est d'avoir bien tout noté aussi, en fait. Et moi, ce que je conseille aussi, c'est que c'est vraiment important quand on fait une plainte d'harcèlement psychologique, parce qu'il faut quand même savoir que les plaintes en harcèlement psychologique, c'est difficile à démontrer. Donc, quand vous faites une plainte en harcèlement psychologique, là, le plus important, c'est de se fier sur des faits qui sont objectifs et non pas juste des perceptions. Je vous donne un exemple, OK? La personne est méchante avec moi, elle me dit des choses que j'aime pas, etc. Ça, c'est subjectif. Parce que c'est ma perception, j'interprète les propos de la personne. Versus dire, la personne me dit sur un ton condescendant, on peut dire sur un ton méchant, « Mais toi, qu'est-ce que tu penses? » Ou en criant, par exemple, « Qu'est-ce que tu penses? C'est donc bien niaiseux, pourquoi tu n'y as pas réfléchi avant? » Voyez-vous, ça,
j'ai dit la phrase que la personne me dit. Évidemment, on n'est pas obligé de savoir les mots mot pour mot, mais il y a une grande, grande, grande crédibilité qui est accordée aux faits, aux propos qui sont objectifs. C'est quoi réellement qui a été dit? Plutôt que de dire la personne m'a dit des propos méchants. OK? C'est très, très différent, la différence. En fait, c'est très, très différent la façon de le dire. Il faut toujours, toujours, quand on va voir, on fait une plainte d'harcèlement, il faut être le plus objectif possible, pas donner d'opinion, de perception, d'interprétation des faits. Dire elle est méchante avec moi, c'est pas suffisant. Il faut dire pourquoi, c'est quoi les paroles qu'elle m'a dit, qu'est-ce qu'elle a fait. Vous pouvez quand même dire les regards, parce que ça arrive souvent, là, du harcèlement par des regards, par des tons condescendants, par des. Ça arrive quand même. Ou aussi, des situations, par exemple, où la personne vous met en situation d'échec, là, tout constamment, c'est-à-dire qu'elle ne vous permet pas de performer au travail, puis après ça, elle vous lui, par exemple, elle vous dit, je donne un exemple comme ça, qui serait une conduite vexatoire, mais elle vous envoie, là, elle vous envoie pas toute l'information, puis après ça, elle vous dit, tu n'as pas fait telle chose. Puis là, vous dites, ouais, mais j'ai pas eu tout. Tu devais m'envoyer telle chose, par exemple. T'sais. Évidemment, un seul événement ne sera pas suffisant, mais de façon répétée, on peut vous venir dire que votre supérieur vous a mis en situation d'échec, puis ça constitue du harcèlement. OK? Chaque cas est un cas d'espèce, mais l'idéal, vraiment, de noter les faits objectifs, les paroles objectives, les messages textes, les emails que vous recevez, de les conserver, s'il y a des trucs Facebook, conservez ça. Puis quand vous allez voir les HR, ayez une version des faits qui est le plus objective possible et chronologique et cohérente aussi. Ça, c'est super important parce que quand on est dans un processus d'enquête, puis les personnes vont du coq à l'âne en disant plein d'affaires, c'est très, très difficile pour la personne de suivre, en fait, l'histoire. Faut toujours se mettre en tête, c'est comme si vous racontez un film, en fait. C'est ça. On raconte un film. Un film, c'est quoi? Il y a une situation initiale, il y a des éléments déclencheurs, il y a une fin. C'est d'y aller vraiment comme ça, là, le plus possible chronologiquement, quand vous allez voir les HR. On me demande si on peut être congédié ou avoir des représailles parce qu'on a fait une plainte en harcèlement. Non. La loi vous protège. Les normes du travail vous protègent et même les lésions professionnelles aussi. On vous protège. Si vous portez plainte contre en harcèlement puis qu'après ça, vous êtes renvoyé ou vous subissez des représailles, du moment que la plainte, évidemment, a été faite dans un motif sérieux et pas dans un motif de nuire, vous êtes protégé par les normes du travail. Vous n'êtes pas censé recevoir aucune représaille ou il y a un mécanisme de plainte qui existe aux normes du travail si jamais vous êtes congédié ou si vous avez des représailles. Okay? Évidemment, c'est une question de preuve, mais il y a quand même une protection qui est faite. Et aussi, il faut savoir que ce processus de plainte-là, en fait, qui existe, a des présomptions, il y a des mécanismes qui existent pour aider à faire la preuve, justement, que c'est une représaille ou que ça fait suite, en fait, à la plainte. OK? Ensuite, on me demande... oui, ça, c'est une bonne question. On me demande si j'ai déjà été harcelée par quelqu'un, puis que les HR me disent que cette personne a déjà harcelé d'autres personnes avant. Est-ce que je suis autorisée à savoir qu'est-ce qu'ils ont fait? Non. Il faut savoir que le dossier disciplinaire d'une personne, c'est confidentiel. Donc, l'employeur peut vous donner des grandes lignes, peut vous dire on a agi, on a fait telle chose, mais vous n'avez pas le droit de savoir exactement tout ce qui a été fait parce que l'employeur est tenu à la protection des renseignements personnels de chacun de ses employés, donc de la personne harcelante et de la personne harcelée aussi. Donc, c'est pourquoi on ne peut pas savoir tout. Alors là, les gens me disent, mais Virginie, comment je vais savoir, moi, que l'employeur a été correct dans ses sanctions? Tout à fait, c'est une question tout à fait légitime. Mais la façon de le savoir, c'est que vous allez arrêter d'être harcelé. Vous allez être protégé, votre milieu de travail va être mieux. Si à ce moment-là, vous n'êtes pas protégé, que le milieu de travail n'est pas mieux, là, à ce moment-là, c'est que les sanctions n'ont pas été suffisantes par l'employeur. OK? Je le sais, c'est plate. Là, des gens, ils m'ostinent au téléphone. Là. Ils m'appellent et me disent mais voyons, pourquoi? Mais je dis oui, mais c'est ça. La peur va donner des grandes lignes. Mais il ne peut pas aller trop dans le détail parce qu'il doit protéger les renseignements personnels.
On me pose une question dans le chat. Qu'est-ce qu'on peut faire si un étranger prend des photos de nous sans notre consentement? C'est ce qu'on appelle une atteinte à votre vie privée. Il existe un recours aussi à la Commission des droits de la personne, puis il existe des recours au civil si on prend des photos de vous sans votre consentement. Évidemment, il faut que ça soit fait dans un contexte assez privé parce que normalement, dans des surfaces publiques, par exemple, si je marche dans, je sais pas moi, à Place des Arts, c'est possible là, que ça ne soit pas considéré comme une atteinte à la vie privée parce qu'on est dans la sphère publique. Mais si on est dans la sphère privée, ça va être considéré comme une atteinte à la vie privée, puis on peut aller chercher des dommages, on peut aller chercher aussi une injonction, dépendamment là, de la situation, dans le fond. On me pose dans le chat quoi faire si on va voir les HR, son employeur, pour dénoncer un cas d'harcèlement et qu'on estime que rien n'a été fait et que ce qui a été fait n'est pas approprié. C'est une bonne question. C'est là qu'on doit monter, en fait, en haut, puis on peut aller jusqu'à faire une plainte aux normes du travail. C'est là où on va aller faire une plainte aux normes du travail. On va dire, mon environnement de travail n'est pas exempt de toute forme d'harcèlement ou de violence. Et là, en fait, l'employeur va être mis en défaut parce qu'il n'a pas fait ce qu'il fallait pour vous protéger. Et ça existe, ça arrive, là, ça arrive vraiment. C'est juste plate, là, parce que personne ne veut aller faire une plainte au nom du travail. C'est vraiment plate, mais ça arrive et c'est ça la façon de procéder. Dépendamment aussi, c'est quoi la structure hiérarchique. Si, par exemple, c'est votre supérieur immédiat qui vous harcèle, puis vous êtes allé juste en haut de la personne, puis qu'elle n'a rien fait, bien là, il peut y avoir une structure hiérarchique plus haute, puis peut-être d'autres façons d'aller voir. Moi, dans certains cas, j'ai des personnes qui sont ramassées carrément à un bureau siège dans un autre État là, parce qu'ils n'en pouvaient plus. Là, t'sais. Donc, ça peut être ça aussi. D'autres questions qui avaient été posées en amont. On me demande what to do if there is no HR department. À ce moment-là, il faut se référer à la politique anti-harcèlement qui a été faite à votre établissement. Chaque employeur est obligé d'en avoir une. S'il n'y en a pas, il y a un problème. Déjà, là, on peut être en défaut. Mais il faut aller voir votre supérieur, en fait, le supérieur immédiat. Mais allez vous référer à la politique qui est censée en avoir. Chaque employeur est censé en avoir une depuis 2018. C'est obligatoire depuis décembre 2018. OK? Donc, ensuite, on me demande « How does a denunciation work legally? What are the steps? » Tout dépend, en fait, de... d'abord, les étapes. Si vous faites une plainte à l'interne à votre employeur, chez votre employeur, il faut regarder la politique qui a été mise en place puis le traitement des plaintes. Donc, chaque traitement des plaintes va être différent en fonction de l'employeur, mais la façon normale, en fait, lorsqu'on porte plainte, la façon qu'on retrouve le plus souvent, c'est qu'on va porter plainte à l'employeur. L'employeur, normalement, doit mettre des mesures préventives pour vous protéger dans le cadre de l'enquête. Et ensuite de ça, il va vous rencontrer, il va vous demander votre résumé des faits. Vous avez l'obligation de collaborer à ce processus-là. Vous ne pouvez pas dire refuser de rencontrer votre employeur. Vous devez collaborer, ça fait partie de votre obligation de loyauté. Et il faut collaborer, expliquer. Et ensuite de ça, l'employeur va aller voir aussi la personne harcelante pour récolter sa résumé des faits et il va aller voir des témoins aussi au besoin. S'il y en a eu, vous pouvez lui proposer des personnes, vous pouvez lui dire telle personne était là, elle le sait. Donc, il va procéder à une enquête interne. L'enquête peut être interne ou externe selon la problématique puis selon la grosseur de l'établissement aussi. L'enquête externe, ça coûte très cher. Ça, c'est un enquêteur qu'on engage, qui n'est pas dans votre entreprise, qui va venir, qui va comme faire ce travail-là, qui est indépendant et impartial. Donc, cet enquêteur-là, en fait, va aller chercher toutes les informations, mais ça coûte très cher. Fait que d'être plus petites organisations, ils n'ont pas nécessairement les moyens. Fait qu'ils vont faire ça à l'interne à ce moment-là. Ça peut avoir du bon aussi à l'interne. C'est sûr qu'à l'interne, c'est moins impartial, mais des fois, ça peut être pratique de connaître vraiment le milieu, en fait. Alors qu'à l'externe, c'est sûr qu'il va falloir expliquer à l'enquêteur comment ça fonctionne. Si on fait une plainte aux normes du travail, en fait, à ce moment-là, la première affaire qui va arriver, c'est qu'on va porter plainte aux normes du travail. D'abord, on va vous offrir une forme de médiation avant même qu'il y ait eu une évaluation. La médiation va être faite, c'est sous une base volontaire. Donc, il faut que l'employé et l'employeur soient d'accord. Et il va y avoir une médiation qui peut être faite par un médiateur des normes du travail. Si ça échoue, ou qu'il n'y a pas eu que une des deux parties ou les deux ont refusé, à ce moment-là, le dossier va être référé à un enquêteur des normes du travail qui, lui, va procéder à l'enquête et il va procéder à une enquête et à ce moment-là, il va dire si oui ou non il y a eu du harcèlement.
s'il a eu du harcèlement, le dossier va être déféré au tribunal et vous allez avoir un avocat qui va vous être donné par l'enquêteur. C'est l'enquêteur, par les normes du travail, en fait, qui va être gratuit. Vous n'avez même pas besoin de payer des frais d'avocat. Alors que si c'est négatif, là, à ce moment-là, vous pouvez faire il y a un mécanisme de révision et vous pouvez aussi faire déposer vous-même votre dossier au tribunal, mais à ce moment-là, il va falloir que vous vous défendez vous-même. On pose la question, est-ce qu'une personne qui a perdu son emploi et qui croit que cela est relié à cette dénonciation a-t-elle des recours? Bien sûr qu'elle a des recours. C'est des recours aux normes du travail, en fait, qui va devoir être fait. Il existe ce qu'on appelle la plainte en congédiement, pas en congédiement injustifié, pardon, mais la plainte en pratique interdite, fait en 122, puis c'est 45 jours. Fait qu'il faut se dépêcher quand même. C'est 45 jours pour porter plainte. OK? Sinon, bien, il existe aussi si on est dans un cas d'harcèlement sexuel, on peut aussi porter plainte, par exemple, à la Commission des droits de la personne. OK? On me demande, au regard de la loi, comment est-ce qu'on évalue qu'un gestionnaire n'a pas porté action quand on a fait une plainte d'harcèlement? En fait, bien, c'est sûr que le harcèlement va continuer, première des choses. Et deuxième des choses, en fait, c'est sûr que on va regarder est-ce qu'il a été prudent et diligent, puis le test qu'on va faire, en fait, c'est dans la situation, en fonction des éléments qui ont été, en fonction de la situation et des éléments qui ont été rapportés, est-ce qu'il y a eu une certaine forme d'enquête ou une certaine forme d'analyse qui a été faite? Par exemple, s'il n'y a rien qui a été fait, bien là, à ce moment-là, clairement, le gestionnaire est en défaut. Si le gestionnaire a juste récolté, a fait comme on parlait, puis ça a continué, là, ça ne sera pas suffisant non plus. Fait que ça dépend un peu des faits, mais normalement, ce que la jurisprudence s'attend, c'est qu'il y a une certaine forme d'enquête qui est faite, une certaine forme d'analyse de la situation, qu'on ait parlé à des gens. Tu sais, par exemple, si vous arrivez avec une longue fête, ça fait 2 ans que je me fais harceler, voici les témoins que j'ai, puis que l'employeur ne fait rien avec ça, ne va pas regarder les témoins, ne demande pas la version à la personne harcelante, là, c'est sûr qu'on va dire qu'il n'a pas été prudent et diligent. Okay? On s'attend normalement à ce qu'il y ait une certaine forme d'enquête. Ce n'est pas obligé d'être une enquête externe, mais on s'attend à une certaine forme d'enquête. OK? On pose la question, quelles sont des organisations indépendantes qu'on peut aller voir si on ne se sent pas à l'aise avec les HR? Bien, c'est sûr que moi, je vous suggérais le GAIS, comme je parlais dans ma présentation. Ensuite, si on quitte, puis n'hésitez pas à communiquer avec moi si jamais vous voulez plus d'organisations, mais c'est le GAIS qui est la principale organisation. On me dit, si on quitte, en fait, sans préavis à cause du harcèlement, bien, c'est sûr que moi, je vous suggère de porter plainte en harcèlement avant de quitter, puis quitte à même, des fois, les gens, ils tombent malades, fait qu'ils vont chercher un papier du médecin à ce moment-là pour sortir parce qu'ils sont plus capables ils sont comme en trouble d'adaptation, ils sont plus capables de subir le harcèlement. Fait que moi, je vous suggère, là, avant de quitter, de faire ça. Si vous quittez, bien, c'est sûr qu'à ce moment-là, il existe, on peut démontrer, là, il existe même que vous pouvez faire des demandes de chômage, même si vous avez quitté sur une base volontaire. Si c'était dans un contexte d'harcèlement ou d'agression ou de violence au travail, il y a des mécanismes. C'est sûr qu'il faut le démontrer devant l'assurance chômage, mais il existe ça aussi qu'on peut faire. Puis le GAIS sont très bons pour aider les gens là-dessus, justement, sur tout ce qui est des questions de chômage. On demande comment dealer avec le harcèlement avec la personne quand c'est à surveiller. Ça, c'est sûr que tout est une question de perception, une question de la personne aussi, tout ça. Mais c'est sûr que dépendamment du niveau de harcèlement puis où on est aussi, parce que des fois, le harcèlement était tellement long qu'on n'est plus à l'aise d'affronter la personne elle-même. Mais c'est sûr que moi, ce que je dis, c'est que c'est vraiment important de ne pas laisser, ou en tout cas d'éviter, d'essayer de ne pas laisser le harcèlement escalader. Parce que c'est sûr que lorsque ça escalade, là, ça devient vraiment, vraiment difficile. Ça devient de plus en plus difficile. Mais les gens, souvent, ils ont peur de mettre de l'huile sur le feu
disons, en mettant ses limites, mais c'est au contraire. C'est super important d'imposer les limites. Dès que vous avez des comportements ou des conduites que vous jugez inacceptables, qui vous portent atteinte, c'est important de tout de suite en parler et de dire ce comportement-là, je ne l'accepte pas. Et évidemment, sinon, d'en parler avec le plus rapidement possible avec votre patron ou le supérieur ou la ressource, même si ce n'est pas encore du harcèlement, mais c'est surtout de façon à tout de suite arrêter avant que ça escalade. Parce que quand on est rendu dans une situation d'escalade, ça devient vraiment plus difficile. OK? Donc, d'essayer. Pendant ce temps-là, évidemment, tout dépend des comportements. Moi, je suggère là, de communiquer avec nous ou avec le GACE pour essayer là, justement de savoir, dépendamment, parce que ça dépend aussi des types de personnalités. Il y a certaines personnes, là, tu sais, que la plupart des gens, c'est préférable de parler directement avec la personne en disant voici le comportement que j'ai eu, je n'aime pas ça, comment peut-on trouver une solution? Il y a des mécanismes comme ça de résolution des mésententes, mais ça dépend de où on est et de la personne. C'est sûr que si c'est un supérieur avec un trouble de personnalité narcissique, ça se peut que ce soit difficile de procéder par là. Ça dépend un petit peu, mais moi, c'est sûr que ce que je vous dirais, c'est que du moment que vous voyez qu'il y a une situation de harcèlement ou des conduites vexatoires, le plus tôt possible, il faut lever le flag et puis il faut le plus tôt possible le mentionner puis le dire. Au contraire, il ne faut pas endurer parce que c'est là où c'est pire. Puis aussi, plus longtemps ça dure, la situation de harcèlement, plus longtemps la dignité est affectée et plus rapidement vous allez avoir la difficulté à finalement parler à la personne. Parce que l'estime de la personne qui se fait harceler devient extrêmement basse là, à un moment donné. À un moment donné, les gens là, sont tellement rendus à fleur de peau que le moindre courriel, le moindre commentaire, la moindre chose devient totalement insupportable. Alors, quand on est rendu là, c'est plus le temps là, de faire une rencontre avec la personne puis de parler. Là, rendu là, c'est rendu, là, on est rendu plutôt à l'étape qu'il faut parler à un supérieur puis il faut que quelqu'un d'autre parle à la personne harcelante. OK? On me demande en fait un peu des questions plus de nature psychologique, si je peux dire. Je vais essayer d'y répondre du mieux que je peux, n'étant pas une psychologue ni une intervenante. On me demande quelles sont les façons de guérir et d'aller plus loin après l'expérience de harcèlement. Je dirais que ce que je vois en pratique, et je ne suis pas intervenante, d'abord, c'est sûr que les gens me disent quand ils ont parlé, par exemple, avec une intervenante du GACE, ils ont des cafés rencontres, tout ça, ça les aide vraiment beaucoup pour guérir. Ça aide de savoir qu'on n'est pas seul à recevoir des choses. Donc, ça aide d'aller dans ces rencontres-là. Évidemment, tout ce qui est suivi thérapeutique, ça peut vraiment aider à apprendre à faire la part des choses pour se guérir soi-même. Hein. Parce que ce qui arrive, ce qu'on voit, c'est qu'à un moment donné, il faut se dire, je suis affectée, mais il y a une façon de travailler sur soi, en fait, pour s'aider à se guérir. Ça ne veut pas dire que les comportements sont acceptables, là, pas du tout, là, mais je veux dire, pour que nous-mêmes, on vive, en fait, ce qu'on aime mieux. Donc, vraiment, ça, c'est les principales façons, la thérapie, coaching, le GACE, les cafés rencontres, savoir, les groupes d'aide, ça aide, ça a l'air niaiseux des fois, mais ça aide vraiment beaucoup parce que les gens, ils me disent, je ne savais pas qu'il y avait autant de personnes qui vivaient ça, puis ça me rassure de savoir que j'ai un groupe de soutien qui peut m'aider. OK? Donc, ça peut aider aussi. Ensuite, on me demande si on regarde pour un emploi dans l'industrie, hein, en fait, et qu'on parle beaucoup de problèmes de violence sexuelle, c'est sûr que ça peut faire peur de joindre l'industrie, je vous dirais. Et qu'est-ce qu'on devrait faire, en fait? Bon, mais c'est sûr que là, avec toutes les dénonciations qui sont sorties publiquement, puis dans les médias, là, je pense que les employeurs font vraiment plus attention. Mais évidemment, on peut pas, là, actuellement, faut essayer juste d'être très, 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 je vous dirais, conscient que ça arrive et de tout de suite mettre ses limites. C'est vraiment important là, d'essayer de mettre ses limites le plus rapidement possible parce que ça fait juste escalader. Hein. C'est pour ça que ça s'appelle l'escalade de la violence. Hein. C'est que ça continue. Des comportements qui sont au début pas le fun, mais minimes, deviennent de plus en plus graves parce que la personne, elle se pense qu'elle peut continuer. Donc, il faut vraiment les flyer le plus rapidement possible. Est-ce qu'il y a des façons de combattre le harcèlement en milieu de travail de façon proactive? Bien, tout à fait. Il existe des formations, il existe des... Nous, chez Jurypop, j'ai monté une formation qui s'appelle la clé juridique.
c'est en fait une formation sur le harcèlement sexuel au travail, puis sur les bonnes pratiques. Puis on dit dans cette formation-là, justement, quels sont les milieux de travail qui augmentent le risque de harcèlement, les milieux de travail qui diminuent. Puis il y a toutes sortes de pratiques à avoir en tant qu'organisation pour éviter qu'il y ait du harcèlement qui survient. Et ça peut être des ateliers qui peuvent être vraiment intéressants à donner dans le milieu de travail, chez les employés, pour les managers aussi. Ça peut être comme vraiment des ateliers. Fait que oui, il y a toutes sortes de façons proactives de mettre en place des structures. Bien, c'est sûr d'avoir une politique anti-harcèlement, d'avoir des ressources vers qui se retourner en cas d'harcèlement, mais d'avoir une discussion franche et honnête aussi, d'avoir le plus des tâches claires dans les descriptions de tâches des gens, mais aussi des attentes, des objectifs qui sont clairs aussi envers les employés. Ça aide beaucoup aussi parce que c'est là où des fois, quand c'est des zones floues, on peut avoir mais il existe toutes sortes de consultants aussi là-dessus, là, en ressources humaines, tout ça, qui peuvent être appelés là, dans des milieux pour s'assurer en fait qu'on a un milieu de travail qui diminue le risque de harcèlement au travail. Mais du moment qu'on est dans un milieu, puis c'est ça qui arrive souvent avec le milieu du jeu vidéo, entre autres, et les milieux de la culture, c'est qu'on a souvent des milieux où on a les Beer Friday, on va prendre des birthday parties, on a comme toutes sortes d'affaires qui viennent chevaucher la vie personnelle puis la vie au travail. C'est dans ces situations-là, des fois, que les gens se permettent des choses qui ne se permettraient peut-être pas dans un bureau 9 à 5. Fait que c'est là où il faut faire attention quand même là-dedans, d'avoir des vigiles, des personnes ressources, des gens qui peuvent être proactifs là-dessus, ça peut vraiment aider. On me pose comme dernière question, en fait, y a-t-il des recours ou conseils pour les cas où un harcèlement est un phénomène plus général et pas lié à un seul individu? Oui, c'est sûr que là, à ce moment-là, il faut que ça arrive, hein, le harcèlement systématique, là, dans le fond, là, ou systémique. Il faut là, que la personne soit, que en fait, l'employeur soit au courant. Normalement, là, ce qui va se passer, là, si on a un employeur qui est futé, là, il va aller chercher des ressources, des consultants externes qui vont venir faire un peu une évaluation de la situation puis qui vont proposer des conclusions à l'employeur pour faciliter puis rendre l'environnement de travail plus, en fait, plus sain finalement. Ça existe. Et en fait, ils le font, c'est des enquêteurs spécialisés, mais ils ont aussi souvent des services de ressources, d'analyse, d'évaluation, en fait, de la situation dans le milieu de travail pour faire en sorte que le milieu de travail ne soit plus toxique, en fait, pour tout le monde. Il faut savoir, il faut que les employeurs prennent conscience qu'un environnement de travail toxique, en fait, ça vient nuire à la productivité et à la performance des employés. Hein. C'est ça qui arrive. Là. Fait que, dans le fond, c'est pas à l'avantage d'un employeur qu'on tolère un environnement de travail toxique. Mais évidemment, il faut que l'employeur soit au courant. Et c'est là où, des fois, on entend des commentaires qu'il ne faut pas aller aux ressources humaines, il ne faut pas aller aux ressources humaines. Je sais que dans certains cas, effectivement, les ressources humaines ne faisaient rien. Là. On l'en a vu, là, des cas médiatisés là, dans la presse. Mais normalement, ce n'est pas tous les milieux qui sont comme ça. Là. Il y a des employeurs qui veulent savoir ça parce que, justement, ça a un coût. Le harcèlement psychologique coûte cher aux employeurs. Je veux dire, dans les environnements de travail toxiques, il y a des coûts indirects à ça. Là. Puis un des principaux coûts, c'est justement que les gens ne peuvent pas travailler adéquatement. Si je me fais harceler au travail, si toutes mes femmes, par exemple, pour donner un exemple, si les filles se font toutes harceler au travail automatiquement parce que c'est dans un milieu d'hommes, on le voit un peu dans le milieu de la construction, mais c'est sûr que ça va faire en sorte qu'il y a moins de productivité, là, puis on perd peut-être des talents. Là. OK? Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que là, j'ai terminé la liste. Bon, je pense que s'il n'y a pas de questions qui apparaissent, on va finir ici. Sauf si quelqu'un est en train de taper, je vous laisserai l'opportunité de finir. Oui, appelez-moi si jamais vous avez des questions, quelque chose de personnel, une situation ou des questions plus poussées, puis vous voulez juste parler un peu plus de votre situation personnelle, bien appelez-moi, là, on est là pour ça à la partie. Là. OK?
Merci beaucoup Virginie pour ta présentation et la réponse à des questions, c'est très apprécié. Et puis merci à vous qui êtes venus à cet atelier. Merci. On fera un suivi avec la présentation et puis voilà. Merci beaucoup pour tout le monde. J'espère que ça vous a été utile. Puis, n'hésitez pas, là, on travaille au quotidien là, pour améliorer là, les milieux de travail. Là, fait qu'hésitez pas à communiquer avec nous. Merci. Bon week-end tout le monde. Bon week-end.